Je vais laisser la parole à Isabelle Cocher-Deleritz, CEO de Bluenomy, ancienne directrice générale d'Engie. Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est un bonheur d'être ici, de clôturer cette journée. Merci à Alejandro d'y avoir songé à me faire signe. Puis c'est un bonheur aussi de retrouver des pionniers et pionnières de la transition, de retrouver tout particulièrement Geneviève, Cécile et puis Hélène Le Thénault. Vous êtes incroyable par la capacité que vous avez eue à tenir sur des visions qui sont de moins en moins décalées, mais l'étaient très au départ. Je peux vous dire que pour beaucoup de gens comme moi, votre présence continue sur ces sujets a été absolument capitale et un vrai encouragement. Je pense vraiment on peut vous applaudir pour ça. Bon, alors moi, je viens du monde de l'industrie. Je suis née dans l'industrie, si j'ose dire. En tout cas, j'ai passé 20 ans dans le monde de l'énergie, qui est intéressant pour plein de raisons, mais aussi parce qu'il a un peu été confronté à ce besoin de pivot avant tous les autres. Et ce besoin de pivot qui maintenant, de mon point de vue, touche absolument tous les secteurs industriels. Il a assez logiquement commencé par l'énergie, parce que l'énergie irrigue toute l'économie, parce que une grande partie du contenu carbone transite par ce vecteur-là aussi. Bon. Et après cette longue expérience dans le domaine de l'énergie, je me suis dit qu'il y avait vraiment des leçons à en tirer, peut-être des outils, des aides à construire pour les autres. Et c'est ainsi que j'ai créé avec d'autres une société qui s'appelle Bluenomy. Alors, c'est un nom qui ne vous est peut-être pas encore familier, Bluenomy, pour une bonne raison, c'est que nous existons depuis 1 an et quelques. Je dis bonjour aux équipes qui sont là. Et au fond, Bluenomy, c'est la fusion de 3 pools, si je puis dire, de compétences. Un pool d'experts qui existait déjà. Coup de chapeau à Enea Consulting, qui est une société qui a été créée en 2007, avec vraiment une volonté d'expertise extrêmement profonde sur tous les sujets d'expertise essentiels à la transition. Donc l'électricité renouvelable, les gaz verts, mais aussi le recyclage, mais aussi les nature-based solutions, mais aussi les plastiques, etc. Donc un pool d'experts, un pool de dirigeants qui, comme moi, vient de l'industrie et d'industries qui ont eu besoin de pivoter. Donc des dirigeants qui viennent du monde de l'énergie, des dirigeants qui viennent du monde de la chimie, des dirigeants qui viennent du monde de l'agroalimentaire, etc. Et puis un pool de dirigeants qui viennent plutôt du monde de la finance et qui viennent du monde de l'investissement, qui viennent du monde de la banque, qui viennent du monde des institutions financières plus généralement. Et notre ambition, ça peut vous paraître ambitieux, mais je crois qu'on est tous là pour contribuer chacun à sa mesure, c'est d'aider les entreprises à pivoter dans de bonnes conditions. On s'est mis à appeler ça Transition to Value. Pardon pour le bon français. Transition to Value, c'est-à-dire comment, à partir d'un modèle d'activité, qu'est-ce qu'il est ? C'est la réalité dont un dirigeant d'entreprise et son équipe héritent à un certain moment. Comment est-ce qu'on pivote en faisant vraiment évoluer en profondeur le modèle et en même temps en créant de la valeur pour le collectif et de la valeur pour, du coup, l'entreprise, qui, rendant un service à la collectivité, trouve aussi son business model. Donc voilà, c'est ça notre métier. On passe donc, nous sommes 120 personnes en Europe et ailleurs, et nous passons notre vie avec des entreprises qui justement transitionnent. Et c'est de cette fenêtre-là, si je puis dire, que je voudrais vous parler ce soir et partager quelques convictions. La première conviction, c'est que, et ça n'a pas toujours été comme ça, c'est désormais un sujet stratégique, c'est-à-dire un sujet qui touche au portefeuille d'activité. Et si je reviens à l'expérience que j'ai vécue moi dans l'énergie, c'était pas comme ça au départ, du tout. La RSE des débuts, c'était pas un sujet stratégique, c'était un sujet à côté. On avait le portefeuille d'activité qu'on avait, il était bien comme ça par définition, et je simplifie évidemment, mais on pouvait mener des actions latérales, marginales d'une certaine façon, qui ne questionnaient pas l'activité elle-même, pas le quoi de l'entreprise, mais le comment. Et on est longtemps resté là-dessus, collectivement dans le monde de l'énergie. Et ça nous a amenés tous, et ça peut faire sourire aujourd'hui, mais à se dire, bon, très bien, comment est-ce qu'on verdit l'électricité des sites de production, l'électricité, l'éclairage des sites de production d'électricité thermique. Donc on s'est mis à installer des panneaux solaires sur des sites de production d'électricité à partir de charbon, ou bien
des panneaux solaires sur des plateformes offshore d'exploration-production. Voilà, ça, c'était les débuts de la RSE. Alors aujourd'hui, on sent à quel point c'est décalé et pas le sens de l'histoire, mais je le dis parce que c'est utile de tirer les leçons de ce qu'un secteur tout entier a vécu 15 ans avant tout le monde pour transposer ces leçons aujourd'hui. C'est très bien de décarboner les sites industriels. Beaucoup d'industriels et d'entreprises se sont lancés là-dedans à grande échelle. Attention à questionner le quoi et pas seulement le comment. Décarboner, oui, mais posons-nous d'abord la question de ce que font ces sites industriels. Est-ce que ce que produisent ces sites industriels a un sens ou pas dans le monde vers lequel on va et vers lequel on va devoir aller de plus en plus vite. Et quand on commence à regarder le quoi, on voit plein de choses parce qu'il y a énormément de données disponibles dans le système. Ça, c'est quand même un des faits nouveaux, je trouve, des 15 dernières années, sous l'influence de tout un tas de réglementations qui portent sur le disclosure. Il y a quand même énormément de données disponibles. Alors là, je vais réussir à essayer, tout au moins, de faire passer une slide. Et je supplie qu'on vienne à mon aide si jamais ça ne fonctionnait pas. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la photographie des activités d'une entreprise, du revenu d'une entreprise, incrémenté ou plutôt éclairé par tout un tas de données qui effectivement existent dans le système. Donc, vous avez le chiffre d'affaires et vous avez les couleurs. Les couleurs, finalement, illustrent ce chiffre d'affaires dans les différentes activités que cette entreprise a. Du coup, on n'a pas une activité, elle en a un certain nombre. Les entreprises ont facilement 20, 30, parfois plus d'activités que cela encore. Et donc, ce qui est traduit là par ce jeu de couleurs, c'est le rapport entre ces activités et la transition. En rouge, les activités qui sont très à risque de la transition. Typiquement, l'exploration pétrolière est là-dedans. Bon, donc inutile de vous dire que les acteurs de l'oil and gas auraient un chromato assez différent, rouge jusque à peu près par ici. Bon, là, on est dans un secteur d'activité qui est différent. Ceci est une vraie entreprise qui est représentée comme cela dans le domaine de l'équipement automobile. Les activités en rouge sont des activités qui vont, d'une certaine façon, devoir disparaître à des horizons de temps qui sont variables. Donc, il y a différentes nuances qui sont représentées ici. À l'autre bout du spectre, les activités en vert sont des activités qui sont, à l'inverse, absolument au cœur de ce qu'il va falloir développer de plus en plus vite. Ce sont des activités qui sont soutenues par la réglementation, qui vont probablement l'être de plus en plus. Ce sont des activités qui, probablement, ont un très gros espace de développement. Et puis, au milieu, sont des activités qui, probablement, ont leur place dans le futur, mais à condition qu'un certain nombre d'efforts soient faits. C'est-à-dire que l'énergie qui sert à les produire, par exemple, soit rendue plus verte, qu'un certain nombre d'éléments qui touchent au comment, pour le coup, soient améliorés autour de ces activités-là. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand on regarde, quand on applique ce genre de prisme, et quand on chausse ce genre de lunettes, eh bien, on voit des différences très fortes, y compris à l'intérieur d'un même secteur. Donc là, si vous voulez bien, voilà, merci. Même secteur d'activité, de nouveau une entreprise réelle. Sur le marché, elle trade de manière pas très différente, même multiples d'EBITDA qui sont ce qu'ils sont. Quand on ouvre le capot, et si j'ose dire, s'agissant d'équipement automobile, et qu'on regarde ça sous cet angle, on voit à quel point la question du quoi, la question du portefeuille d'activité est quelque chose d'absolument essentiel. Voilà, donc un autre éclairage que finalement la masse des données disponibles dans le système permet. Il s'agit, le problème, et ça vous le savez bien, ici vous êtes des spécialistes, pour ceux qui exercent leur activité dans l'analyse financière d'entreprise, ça suppose de croiser énormément de données, énormément de sources et d'arriver à les assembler correctement. Mais voilà ce qui apparaît quand on prend les lunettes du rapport de l'activité de l'entreprise avec la transition. Et on voit à quel point le quoi est absolument premier sur le comment. Il y a un petit peu de comment là-dedans, puisque finalement, la partie du milieu, va falloir en changer le comment. Vous voyez bien que la différence entre ces deux entreprises ne touche pas d'abord à ce comment, mais touche d'abord au quoi.
Et ici, on retrouve, je pense, une clé qu'il est possible d'activer plus fortement dans le marché, de faire apparaître ce type de vision, probablement aidera à accélérer les choses. Voilà, c'est ma première conviction, c'est qu'il s'agit vraiment d'une problématique qui touche le quoi, qui touche le portefeuille d'activité. La deuxième conviction que j'ai, c'est que changer la façon de regarder la performance des entreprises, c'est un sujet qui est absolument capital. Ici, là, on pourrait quasiment parler de performance stratégique, en fait. Quand on regarde ça, et que en plus, je vous ai pas, puis il est tard, vous avez passé la journée à regarder des choses très détaillées, je ne voulais pas vous encombrer, mais ceci, c'est un extrait d'un modèle qui est extrêmement sophistiqué, qui regarde non seulement spot la photographie de plusieurs entreprises dans le même secteur et sort des benchmarks là-dessus, mais qui regarde les flux de CAPEX aussi. Et qui regarde où l'entreprise est en train d'injecter sa ressource sur l'avenir et donc permet d'anticiper à quoi va ressembler ce chromatographe dans quelques années. On peut parler de performance stratégique là. Et je pense que le jour où on regardera une entreprise plus seulement sous l'angle de sa performance financière spot, comme on a l'habitude de la regarder au trimestre, le cash généré, etc., et qu'on intégrera la notion de performance stratégique, eh bien, je pense qu'on aura fait un saut majeur. C'est très important pour les investisseurs. Je crois que ça parle tout seul. La valeur de ces deux entreprises, dès lors que cette réalité apparaît, change. Là où, vu de loin, même secteur d'activité, globalement même scope géographique, pas de différence majeure, a priori même multiple, regardez ça, vous avez évidemment des DCF qui prennent des allures très différentes, des taux d'actualisation qui ne sont plus les mêmes, des horizons d'activité qui ne sont plus les mêmes non plus. L'impact sur la valeur, il est massif. Évidemment, sur le profil de risque, et ça va avec. Ceci, c'est l'extrait d'un modèle qui a été implémenté dans une grande banque internationale qui fait passer toutes les entreprises de son portefeuille, cotées pour l'instant, dans cette moulinette, si j'ose le terme. Et l'analyse du risque, évidemment, de la contrepartie est directement impactée positivement, potentiellement, hein, par ce regard. Donc, changer la façon de regarder la performance des entreprises, incorporer cette dimension de performance stratégique, je pense que c'est capital pour la sphère financière, et puis c'est capital pour les acteurs eux-mêmes. C'est pas facile pour les acteurs de se lancer dans cette transition. Et d'ailleurs, plus ils attendent, plus ça ressemble à un U. Moi, je l'ai vécu très directement. J'ai eu le grand honneur de diriger une entreprise qui se trouve être, pour des tas de raisons historiques, qui se trouvait être l'un des plus gros producteurs d'électricité à base de charbon. Le plus gros derrière les acteurs chinois, ou certains d'entre eux. Bon, transitionner, c'est pas simple. Ça suppose d'arrêter des activités sur lesquelles, en fait, pendant des décennies, des ingénieurs ont travaillé pour perfectionner des modèles, ont bâti des partenariats avec les meilleurs fournisseurs du monde, des accords avec les financeurs les plus smart, ont développé une capacité extraordinaire de maîtrise des risques dans tous les pays du monde. On était dans 60 pays. Puis tout d'un coup, vous vous rendez compte, c'est plus votre futur. C'est extrêmement difficile. Et vous vous retrouvez à devoir arrêter des activités avant leur fin de vie technique, tout un tas de centrales qui, en fait, avaient été bâties pour 40 ans en moyenne, et qu'il s'agissait d'arrêter bien avant. Et je ne vous parle pas de la durée de vie bilancielle. Au bilan, elles étaient inscrites pour durer 40 ans. Bon. Donc, c'est pas facile. Et vous le faites, et vous vous doutez bien, et vous savez que vous avez la capacité à faire naître à la place des activités nouvelles. Ce groupe Engie a développé des activités qu'on a appelées les 3D à l'époque, des activités de production d'énergie décarbonée, décentralisée, digitalisée, qui ont effectivement permis progressivement de remplacer ces activités historiques, mais ça ne vient pas d'un coup. Ça ressemble à un U. Plus on attend, plus il est profond. On pourrait rêver pour un tas de secteurs industriels que finalement il se réveille suffisamment tôt pour que finalement ça ressemble à un plat, mais enfin dans le domaine de l'énergie, c'était tout sauf un plat. Ça fonctionne si on prend le temps. Et sur 4 ans, le résultat en termes de création de valeur était assez spectaculaire, 50% de retour pour l'actionnaire, mais sur 4 ans.
Et là où je dis que changer la mesure de la performance d'une entreprise est très important, pas seulement pour les actionnaires, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes, c'est que quand vous rentrez dans ce U, plus il y a d'outils qui objectivent le fait que vous êtes en train, en fait, de changer votre profil stratégique, vous êtes en train d'améliorer votre performance stratégique, et plus vous tenez. Et plus vous avez une communauté d'investisseurs qui est complice de ce que vous êtes en train de faire. Donc, faire émerger une nouvelle représentation du succès, c'est non seulement protecteur de la valeur de ceux qui, finalement, financent l'entreprise et investissent, mais c'est aussi protecteur pour les entreprises elles-mêmes, tout au moins pour celles qui vont ressortir gagnantes de cette comparaison. Les benchmarks sont très intéressants. Ils montrent à l'intérieur de chaque secteur des différences très significatives. Eh bien, je crois qu'on ferait tous œuvre utile à diffuser, c'est en train de se passer, mais à diffuser le plus rapidement possible ce genre de regard, parce que ça permet effectivement de passer plus vite. Parce que finalement, nous, on a mis 4 ans, c'est rien à l'échelle d'un groupe industriel centenaire. Finalement, c'est très peu. Sur le coup, ça peut paraître long. Hein, quand nous avons eu 9 trimestres d'affilée des economics, non pas négatifs, mais en baisse, pour d'excellentes raisons. Mais quand même, il faut tenir 9 trimestres. Alors, c'était un cas un peu spectaculaire, je pense. Mais finalement, en éventuellement plus petit ou moins profond, cette problématique et cette configuration concerne énormément d'entreprises. Donc, on a tenu les 4 ans, mais ça aide d'avoir ce genre d'image finalement sur lesquelles, et de vues partagées à faire émerger au sein de la communauté des investisseurs et des prêteurs. D'où d'ailleurs la création de Bluenomie, dont c'est le métier. Et, bravo à tous ceux qui développent ces modèles. Voilà. Alors, d'ailleurs, la régulation, et je peux peut-être, sans rentrer dans le détail de ce qui vient de vous être exposé, et merci pour cette vue historique incroyable. Et on mesure la vitesse à laquelle ça va d'ailleurs par rapport à une très très longue élaboration. Le pivot est finalement assez rapide. Je voudrais évoquer d'un mot la CSRD, qui n'est pas très populaire. Elle n'est pas très populaire pour la raison qu'elle n'est pas facile à manier pour les entreprises. Ce que je voudrais souligner à son propos, c'est qu'elle a un côté extrêmement traditionnel, la CSRD, c'est-à-dire d'indicateurs RSE classiques, où on disclose des tonnes de carbone, des mètres cubes d'eau, tout un tas de choses qui touchent plus au comment qu'au quoi, en fait. Et elle y a été assez fort, ce qui fait que beaucoup d'entreprises, et nous on le voit bien, peinent à appliquer la CSRD. Elle a un volet dont on ne parle pas assez, c'est qu'elle demande des plans de transition. Et quand elle demande des plans de transition, la CSRD, finalement, elle emmène ailleurs. Elle emmène ailleurs. Elle fait tellement parler d'elle sur le premier volet plus classique RSE qu'on en oublie un tout petit peu au fond, cette composante qui, à mon avis, est assez importante qu'elle a aussi. C'est qu'elle demande ses plans de transition. Et quand elle demande ses plans de transition, elle amène dans le domaine de la stratégie. Elle amène dans le domaine du portefeuille d'activité. Elle amène dans le domaine précisément du mouvement d'un portefeuille d'activité à un autre portefeuille d'activité. Et si je risquais peut-être on peut passer une première image ici. Historiquement, et alors je parle devant des spécialistes, donc vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Au fond, et c'est un focus sur le carbone, mais au fond c'est vrai pour l'ensemble des dimensions environnementales. Historiquement, les réglementations ont plutôt porté sur des disclosures instantanés. Voilà. Des dimensions de performance instantanée. La performance carbone, c'est pas mal sophistiqué avec ses scopes 1, 2 et 3. Et puis on est allé vers du plus prospectif, vers les problématiques d'alignement. C'était déjà un vrai progrès. Et pour moi, la CSRD, on peut peut-être passer, s'il vous plaît, merci, elle amène justement sur ce sujet du mix d'activités. Assez indirectement encore, c'est-à-dire que elle est au seuil de ça. Quand elle demande ses plans de transition, elle entre dans cette dimension du mix d'activités implicitement et de cette transition vers précisément un autre portefeuille d'activités. Donc là, cette deuxième conviction, c'est qu'on doit travailler collectivement. Et merci pour
cette communauté que vous représentez ici. Mais on doit travailler collectivement sur l'émergence de cette nouvelle représentation de la performance des entreprises. Les triples comptabilités et toutes les innovations dans ce domaine sont des ingrédients fondamentaux. À la fin des fins, quand il s'agit de valoriser une entreprise, on regarde un certain nombre de métriques. Eh bien, le jour où dans les métriques, il y a la performance stratégique, avec ce type de choses, eh bien, je crois qu'on aura vraiment contribué à changer les choses. Et ma troisième conviction, c'est que l'analyse financière est absolument capitale. Vous êtes habitué à la complexité dans ce métier que vous faites. Depuis très longtemps, c'est une discipline extrêmement sophistiquée. Or, la transition est sophistiquée, on peut simplifier. Ce que je vous montre finalement, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est assez... On arrive à créer finalement des extractions simples, mais le dessous est complexe. Et il faut accepter ça. La transition n'est pas simple, c'est un fait. Donc il faut arriver à l'attraper avec le bon degré de sophistication. Et je pense que dans votre communauté, c'est ce que vous savez faire, tout particulièrement. Pas que, mais tout particulièrement. Et puis deuxièmement, vous êtes partout. Vous êtes même chez Bluenomi, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, puisque l'un de vos membres, Victor, ici présent, travaille dans l'équipe de Bluenomi. Vous irriguez l'économie, absolument partout. Et je pense que vous pouvez certainement, par un travail collectif et ce type de rencontres, diffuser plus rapidement des façons de faire, des façons de regarder les choses, des méthodologies qui feront gagner du temps. Cette courbe en U, moi je crois qu'elle est vraie à l'échelle du collectif. C'est vrai pour une entreprise, mais c'est vrai à l'échelle du collectif. Et chaque fois qu'on gagne une année, eh ben, finalement on simplifie la vie. Ça veut dire que le U sera moins profond. Ça veut dire qu'on va passer par voilà, des secousses moins violentes que si on attend plus encore. Donc dans cette course contre la montre, je pense que vous avez un rôle important à jouer. Et j'adorerais que dans les analyses qu'on lit, que vous publiez pour certains d'entre vous, ben on voit progressivement émerger des notions de performance qui soient précisément, qui s'écartent de ce qui est encore la façon traditionnelle de regarder la performance d'une entreprise et la valeur d'une entreprise. Je ne sais pas qui dans cette salle est analyste financier au sens que je viens de dire. Y en a-t-il? Ils ne sont pas venus. Bon, là, il y a vraiment du travail quand on lit les notes d'analyse aujourd'hui. Du coup, je le dis encore plus fort, eh bien, je trouve qu'on ne trouve pas encore ce vent de nouveauté dont on a pourtant absolument besoin. Voilà, je voudrais terminer par une note positive quand même, parce que l'autre jour, quelqu'un me posait la question, mais bon, à ton avis, si la Terre existait depuis 24 heures, l'humain serait apparu à quelle heure? Je ne sais pas ce que vous répondriez, vous. Petit sondage rapide. Moi, j'avais répondu un peu plus faux que vous. La réponse, c'est 23 heures, 59 minutes, 53 secondes. Incroyable. Ça veut dire que collectivement, nous avons réussi l'incroyable fait que nous avons développé des technologies, envahi la Terre, voilà, et provoquer des innovations et un développement qui ont été jusqu'à perturber l'équilibre géologique fondamental de la planète. Je crois qu'on peut aussi regarder ça comme ça, en se disant que ça représente une somme de capacité, d'ingéniosité, de capacité à créer qui est absolument sans précédent. Et donc, voilà, moi, je suis optimiste. La baseline de notre compagnie, que nous avons donc choisi récemment, c'est The Best is Yet to Come. Et je suis très convaincue de ça et que nous allons, j'ai beaucoup aimé, et je le souhaite de tout cœur vraiment, la création d'un espace, vous avez dit, sûr pour les vivants. Et je crois que c'est bien ça qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie.